Bonjour à tous. Je voudrais, par cette intervention, tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui pousse les citoyens à s'investir par leurs gestes quotidiens dans la problématique de la transition énergétique? Répondre à cette question, c'est comprendre leur motivation, et comprendre leur motivation, c'est comprendre les ressorts qui les font agir. Comprendre les ressorts qui les font agir, c'est pour les promoteurs de la transition énergétique, et le programme B2020 qui nous a été présenté en est une illustration, c'est identifier les leviers d'action les plus à même de traiter les enjeux pour l'environnement, pour les promoteurs de la transition énergétique avec les citoyens et non malgré eux. Alors, l'angle d'attaque de mon argumentation, et j'espère que Dominique ne m'en voudra pas, c'est celui des valeurs sociales. Je vais pour cela m'appuyer sur une étude psychosociologique qui a fait apparaître dès 1999 une nouvelle catégorie socioculturelle, et ça répondra peut-être à la dernière question d'Éric Vernier, qui sont donc ceux qui poussent en avant les éco-gestes. Et cette catégorie socioculturelle, elle est appelée les créatifs culturels ou les créatifs de culture. Vous en avez peut-être entendu parler. Qui sont inscrits dans un nouveau courant de pensée qu'on appelle le transmodernisme, à ne pas confondre avec le transhumanisme. Alors, les créatifs culturels sont intéressants à considérer, car ce sont des citoyens plus moteurs que d'autres dans la mise en œuvre de la transition énergétique, et ça, du fait de leurs valeurs. Alors, pourquoi utiliser l'angle d'attaque des valeurs? Parce que, comme le disait Kant, une valeur est un impératif catégorique qui détermine quoi? Une éthique personnelle ou une morale sociale qui guide tous nos agissements, individuels comme collectifs. Je vais vous en donner 4 d'exemples d'impératifs catégoriques. Je vous laisserai reconnaître quel est le vôtre ou l'un des vôtres. Il ne faut pas voler, il faut aider les autres, il faut maximiser les profits, il faut protéger l'environnement. Comme l'ont montré les psychosociologues après Kant, les valeurs fédèrent les groupes sociaux selon des croyances et une vision du monde spécifique. Nous sommes prêts à nous battre, voire à mourir pour nos valeurs et nos idées, comme disait le chanteur, quitte à nous opposer à d'autres groupes sociaux fédérés autour d'autres valeurs. On passe ainsi du conflit de valeurs au conflit tout court. Les mouvements zadistes qui militent pour l'environnement et contre la mondialisation libérale l'illustrent à leur manière. Comprendre le logiciel qui structure le panier des valeurs d'un groupe social, qu'il soit celui d'activistes, de salariés ou de citoyens, comme on l'a vu tout au long de ces différentes présentations, c'est comprendre comment ils vont agir et réagir. C'est prévenir les éventuels conflits et blocages. C'est faciliter la mise en œuvre de politiques de transition énergétique au niveau d'une commune, d'une entreprise ou d'une nation en associant les acteurs, et donc pas malgré eux. Alors, quels sont les fondements du transmodernisme? Le panier de valeurs des transmodernistes est alimenté par 2 autres paniers de valeurs, celui des modernistes et celui des postmodernistes. Voyons la vision du monde et les croyances qui fondent ces 2 paniers de valeurs avant d'aborder celle des transmodernistes. Alors, les modernistes sont les héritiers directs des penseurs du siècle des Lumières. Ces penseurs ont changé les paradigmes qui régissaient jusque-là les rapports de l'homme à son environnement. En effet, depuis la Grèce antique, l'homme devait s'harmoniser avec le cosmos qui l'entourait. Il subissait les aléas naturels sans toujours les comprendre, donnant prise aux superstitions qui ont été la critique donc, des philosophes du siècle des Lumières. Au XVIIIe siècle, les paradigmes donc, des conditions de la connaissance sont renversés, pour ceux qui se souviennent de leur cours de philo. L'homme est placé au centre, non plus la nature. En posant les fondements d'une épistémologie causale, les savants des Lumières décortiquent les phénomènes naturels et jettent ainsi les bases de la science moderne. On va voir que ça va se retourner contre eux. L'homme peut agir sur la nature et ne plus la subir. C'est la grande découverte du XVIIIe siècle. Donc l'idée de progrès continu est instaurée à ce moment-là. L'homme peut puiser sans vergogne dans les ressources de la planète, et vous connaissez la fin de l'histoire, jusqu'à ce que la crise pétrolière des années 70 enraye cette dynamique. Les postmodernistes, quant à eux, dénoncent les excès du progrès en s'y opposant, parfois très tôt comme Thoreau, au début du XIXe siècle.
Ce Coran, vous le savez, connaît son apogée durant mai 68. C'est à cette époque que l'écologie politique s'impose, appelant à une profonde transformation du modèle économique et social, ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement. Mais, dans sa dénonciation des excès du progrès, le postmodernisme devient à son tour excessif quand certains de ses penseurs les plus radicaux rejettent l'idée même de progrès, voire, pour certains, avancent l'idée d'éradiquer l'humanité pour préserver la planète. Ça va loin. Alors, le transmodernisme est un courant d'idées qui fait du neuf avec de l'ancien, on va le voir. Il puise simultanément dans les courants du modernisme et du postmodernisme, comme l'illustre mon petit schéma qui a été un petit peu tronqué. De fait, il ne s'oppose ni à l'un ni à l'autre. Comme nous allons le voir, le transmodernisme est une mouvance composite associant des valeurs en apparence contradictoires auxquelles s'apparentent les créatifs culturels. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques des créatifs culturels et l'étude qui les a révélées. Alors, les créatifs culturels, ou créateurs de culture, constituent un groupe socio-culturel qui émerge à la toute fin du XXe siècle. On les appelle comme ça, enfin en tout cas les chercheurs qui les ont révélés, car ils seraient en train d'inventer une nouvelle culture pour le XXIe siècle, à la pointe du changement social et environnemental, en inventant des nouveaux gestes qui n'avaient jamais été vus avant. Tri sélectif, AMAP, etc., etc. Tout ce qu'on a vu durant ces 2 jours. Les créatifs culturels ont été découverts par 2 chercheurs américains, le sociologue Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson, au travers d'une enquête réalisée auprès de 100 000 personnes durant une quinzaine d'années, donc c'est une étude quand même très sérieuse, d'abord aux USA, puis en Europe et au Japon. Les créatifs culturels constituent aujourd'hui environ 35% des populations occidentales, alors qu'ils n'étaient que 4% en 1999. Ça va très vite. Une des caractéristiques surprenantes des créatifs culturels, c'est qu'ils s'ignorent comme tels. Il y en a sans doute dans la salle. Et qu'ils ne s'estiment pas représentés politiquement. Il y en a beaucoup dans la salle. En effet, les modernistes puisent dans le réservoir de valeurs des conservateurs. Ils sont représentés par les partis de droite, tandis que les postmodernistes, comme on le sait, puisent dans le réservoir des valeurs progressistes et sont représentés par les démocrates aux USA, premier exemple, ou les partis de la gauche sociodémocrate en Europe. Alors, les transmodernistes, quant à eux, sont à la fois donc modernistes et postmodernistes, comme j'ai dit, du fait qu'ils puisent dans les 2 réservoirs de valeurs. Par exemple, ils sont férus de développement durable, ce qui est une posture progressiste, vous en conviendrez, sans pour autant renier le progrès technologique, ce qui est une posture conservatrice. Alors du coup, quels sont le système de valeurs des créatifs culturels? Quel est leur panier de valeurs? De quoi il est constitué? L'architecture du panier de valeurs des créatifs culturels s'organise autour de 4 pôles. Premier pôle, le respect de la nature et l'intégration des valeurs écologiques ainsi que du développement durable pour un progrès plus responsable. Vous voyez la synthèse, déjà? Deuxième pôle, la solidarité et l'ouverture aux valeurs de l'autre plutôt qu'à celles du même. Donc là, c'est toute la valorisation des valeurs féminines et minoritaires, mais aussi des cultures traditionnelles que l'on retrouve dans la promotion du commerce équitable. Donc vous voyez là encore la synthèse, faire du business avec des valeurs anciennes. Troisième pôle, une implication sociétale forte, donc un investissement dans les comportements, mais qui se méfie des experts du système, les hommes politiques, les journalistes, les patrons des big corps, etc., etc. Quatrième pôle, une appétence pour le développement personnel et spirituel, afin de donner du sens à leur vie et ainsi se départir des valeurs consuméristes, dogmatiques, voire intégristes. Alors du coup, on pourrait se poser une question, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un certain retour d'une certaine morale? Et c'est en réaction donc à certains philosophes comme Comte-Sponville que j'écris ça, parce qu'ils se sont demandé, si vous en souvenez, si le capitalisme pouvait être moral. Et ils répondent quelque chose qui, moi, me surprend toujours, c'est qu'il est amoral dans le sens où, pour eux, la morale est intrinsèquement étrangère à l'ordre économique, du fait de la rationalité instrumentale, qui n'est pas une rationalité portée par des valeurs humaines.
Cette approche révèle une forme donc de nihilisme axiologique, et comme la nature a horreur du vide, comme vous le savez, cela explique pourquoi l'ère de disruption dans laquelle nous sommes entrés semble hésiter entre deux voies. D'un côté, la tentation d'un retour aux bonnes vieilles morales conservatrices ou progressistes, et de l'autre côté, la tentation d'éthique composite concrète et novatrice, les tentatives d'éthique composite concrète et novatrice, comme on l'a vu tout au long de ces 2 journées. La tentation du retour à la morale moderniste consiste à exacerber le libéralisme pour revenir vers un capitalisme premier, débarrassé du contrat social et toute contrainte environnementale, tandis que la tentation du retour à la morale postmoderniste se concentre sur une opposition frontale au capitalisme. Le citoyen transmoderniste, quant à lui, se conforme à un ethos. Un ethos, c'est un mode d'être. Donc un ethos en harmonie avec ses valeurs environnementales qu'il actualise dans ses gestes quotidiens. Achat de produits bio dans un AMAP, acquisition ou partage d'un véhicule hybride, électrique, etc., transformation de logement aux normes HQE, tout ce que vous nous avez montré tout au long de ces 2 journées fort passionnantes. L'émergence du transmodernisme marque-t-il un retour à une morale éthique? Alors, ça pourrait être une tautologie, on va comprendre pourquoi je l'utilise comme ça. Une morale fondée sur l'éthos, donc un éthos, c'est un mode d'être individuel, environnemental, un éthos environnemental, des créatifs culturels, pouvant avoir un impact sur le capitalisme et son amoralité apparente. Certains signaux forts en attestent. Quel constructeur automobile pourrait de nos jours se targuer de bafouer les valeurs environnementales de ses clients? Les entreprises capitalistes n'ont peut-être pas de morale, mais leurs clients ont une éthique qui peut peser sur leurs ventes et profits. On ne peut plus estimer le transmodernisme comme quantité négligeable. En effet, quand les créatifs culturels n'étaient que 4% à la fin du XXe siècle, ils ne pesaient pas beaucoup. Maintenant qu'ils sont 35%, ils ont le pouvoir d'attirer les indécis du modernisme comme ceux du postmodernisme. Avec l'affirmation de la tendance transmoderniste, le XXIe siècle en Occident pourrait favoriser une multipolarité axiologique qui laisse augurer une sortie du bipartisme binaire. L'élection de Van der Bellen en Autriche et celle de Macron, dans une moindre mesure en France, en sont sans doute les premiers signes. En tant que leader d'opinion, les créatifs culturels entraînent des nouvelles formes de métanoïa. Alors, qu'est-ce que c'est une métanoïa? Au sens où Pierre Hadot et Michel Foucault l'entendent, c'est des états modifiés et durables de conscience quant aux problématiques environnementales. Et c'est ça dont sont porteurs les créatifs culturels, et c'est en ce sens-là qu'ils peuvent entraîner une disruption. Cette métanoïa entraîne plus d'authenticité et de sens existentiel pour les citoyens, et d'autre part, des agissements durables pour la société et l'environnement, montrant par là que la transition énergétique est en marche. Je terminerai par ça. Le numérique et la culture du do-it-yourself favorisent une réappropriation par les citoyens des moyens de production et un retour à la bonne vieille autarcie chère à Aristote. Tout ce que vous avez appelé l'autoconsommation, c'était déjà écrit chez Aristote il y a 2500 ans. Cela revalorise une économie plus fondée sur l'artisanat que sur le seul capitalisme. Le documentaire Demain et bien d'autres montrent que cette autarcie citoyenne peut être alimentaire, énergétique, économique, politique et même monétaire. On ne l'a pas vu pendant ces 2 journées, mais on a vu beaucoup d'autres exemples. Et je pense que c'est vraiment un signe d'espoir pour notre planète et pour l'humanité. Donc, je terminerai par une question qui n'appelle qu'une réponse unanime. Can we make our planet great again? Yes. Il n'y a pas beaucoup de transmodernistes. Alors, on va recommencer. Can we make our planet great again? Yes. Bravo, je vous remercie.